Bonjour à tous les passionnés de Plus belle la vie, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, accrochez-vous bien, car l'épisode 384 diffusé ce vendredi 25 juillet 2025 sur TF1 est une véritable bombe émotionnelle. Un épisode intense, sombre, bouleversant, où chaque révélation fait trembler les fondations du Mistral. Au cœur de l'intrigue, Vadim touche enfin du doigt la vérité sur son passé, dans une quête d'identité aussi intime que déchirante. Une enveloppe, une compresse imbibée de sang, un test ADN et un nom inattendu qui refait surface, Patrick Nebou. Était-il présent lors de la formation de la mère de Vadim en 2002 ? Et si l'inspecteur respecté cachait, lui aussi, un PN du passé que personne n'avait vu venir ? Pendant ce temps, Morgane, bouleversée par la souffrance de Vadim, tente de le soutenir, mais jusqu'où ira-t-elle pour l'aider dans cette enquête personnelle, qui flirte dangereusement avec l'illégalité ? Autre front émotionnel, Blanche voit son monde vaciller. Hector a tranché, il repartira le 4 septembre. Mais en voulant préserver ses proches de la vérité, n'est-il pas en train de leur laisser des blessures impossibles à refermer ? Des adieux se profilent, et l'ombre d'un départ définitif plane sur leur amour fragile. Et dans un autre coin du Mistral, Steve et Morgane se livrent à cœur ouvert. Leur lien se resserre dans la douleur, les regrets et l'amertume. L'amitié peut-elle survivre à la trahison ? Rien n'est moins sûr. Enfin, Boé et Nebou découvrent une vidéo accablante, Vadim a bel et bien piégé Delma pour prélever son ADN. Cette affaire, plus personnelle qu'on ne le pensait, prend un tournant glaçant et dans les derniers instants, une révélation frappe comme un coup de tonnerre, Nebou faisait partie de la promotion de 2002. Le puzzle se recompose. Mais à quel prix ? Préparez-vous pour un épisode haletant, entre véracité brutale, douleur silencieuse et révélation explosive. Le lendemain matin, dans les couloirs encore silencieux de la résidence Massalia, Morgane cherche Vadim du regard. Elle finit par le trouver, seul, assis à l'ombre d'un arbre, l'air préoccupé. Elle s'approche calmement, s'assied en face de lui. Le silence s'installe quelques secondes avant qu'elle ne prenne la parole, d'une voix douce mais ferme. J'ai pas arrêté d'y penser à ce que tu m'as dit hier. Vadim relève les yeux vers elle, c'est très tendu, son regard incertain. Et tu veux me dire quoi ? Que c'est insensé ? Murmure-t-il, presque sur la défensive. Mais Morgane secoue la tête. Non. Je pense juste que tu devrais en parler à ta mère. Vadim laisse échapper un petit rire amer. Tu crois que c'est si simple ? Il fixe le sol. Ma mère, elle est déjà fragile. Dépressive, instable. Il lève les yeux vers Morgane, les mâchoires serrées. Tu sais qu'ici, tout le monde l'admire ? Elle rayonne, elle conseille, elle fait des blagues. Mais moi, je sais ce que c'est quand elle s'effondre. Une fois, elle est restée une semaine entière sans sortir de son lit. Une autre fois, elle voulait disparaître. Morgane reste silencieuse, bouleversée par la douleur contenue dans ses mots. Vadim poursuit, plus bas. Je peux pas lui jeter ça à la figure. Je veux pas la faire replonger juste pour satisfaire ma curiosité. Il marque une pause, puis ajoute avec sincérité. J'ai juste besoin de savoir. Pour moi. Pas pour la faire souffrir. Morgane lui prend doucement la main, dans un geste de soutien silencieux. Alors fais-le pour toi. Mais ne reste pas seul avec ça. Tu mérites d'avoir une réponse et peut-être même une paix. Vadim hoche lentement la tête. Dans son regard, toujours de la peur mais aussi un début de détermination. Vadim fixait le sol, le dos appuyé contre le mur froid du local technique. Il n'y avait personne autour, juste Morgane, debout face à lui, inquiète. Le silence était lourd, presque douloureux. Il finit par lever les yeux, lentement, comme si chaque mot qu'il allait prononcer lui arrachait un morceau de cœur. Tu te souviens quand je t'ai dit que ma mère avait un passé difficile ? Morgane hocha la tête, silencieuse. Il inspira profondément, avant de poursuivre, la voix rauque, presque étranglée. J'avais 10 ans. J'ai surpris ma mère en train de pleurer dans la salle de bain. Elle parlait toute seule. Elle disait des mots que je comprenais à peine. Mais j'ai compris l'essentiel.
Elle avait été vue. Il s'interrompit, comme si le dire à haute voix rendait tout plus réel, plus violent. Elle m'a jamais dit qui c'était. Juste que ça s'était passé ici, au Mistral. Morgan, bouleversé, voulut dire quelque chose, mais il la coupa d'un regard, pas agressif, juste triste. Je suis venu ici pour comprendre. Pour chercher. Il sortit un carnet de sa poche, usé, couvert de notes. Il le serrait comme un objet sacré. Tu sais, j'ai un groupe sanguin très rare. AB négatif. Ça se transmet que si les deux parents l'ont. C'est pas fréquent. Alors j'ai commencé à vérifier. Il releva les yeux, cette fois un peu plus froidement. Je teste tous les hommes qui passent au cabinet. Ceux qui auraient pu. Morgan le coupa, choqué. Attends Vadim, tu fais quoi exactement? Il répondit d'une voix dure, comme s'il s'excusait de rien. Je récupère des traces de sang, des compresses, des cotons. Je les envoie au labo. Je compare. C'est illégal, tu le sais, non? Et alors? Lâcha-t-il sans même hausser le ton. Ce type a détruit ma mère. Et moi, j'ai grandi avec un trou dans la poitrine. J'ai le droit de savoir. J'ai le droit d'avoir un nom. Un silence lourd les enveloppa à nouveau. Et Delma? Demanda Morgan, la voix blanche. Vadim acquiesça lentement, le regard vide. Il s'est blessé au pied l'autre jour, tu t'en souviens? C'est moi qui ai mis un clou dans sa tome. Juste pour une goutte de sang. Une seule. Il sortit une enveloppe de sa veste, la tendit devant lui sans l'ouvrir. Le labo a reçu la compresse. Le résultat arrive demain. Morgan resta figé, partagé entre la compassion, la peur et une tristesse insondable. Elle le regardait comme on regarde quelqu'un qui est au bord d'un précipice. Vadim, lui, restait immobile. Il n'attendait plus qu'une chose, la vérité. Quelle qu'elle soit. Delma referme violemment la porte de son bureau, les mâchoires crispées. Le regard qu'il lance à Vadim est glacial. Dans l'air flotte une tension épaisse, électrique, presque irrespirable. Vadim reste impassible, debout, les mains dans les poches, mais son cœur cogne avec violence contre sa cage thoracique. Le silence dure une éternité. Puis Delma lâche, d'une voix sèche, sans détour. Je ne suis pas idiot, Vadim. Vadim fronce à peine les sourcils, mais ne répond pas. Delma s'avance d'un pas. Il le fixe droit dans les yeux. Tu crois que je ne vois pas ce qui se trame depuis ton arrivée? Ton calme, ta posture, ta manière de poser des questions qui n'ont rien d'innocent, tu n'es pas là pour soigner. Tu es là pour observer. Un sourire ironique naît au coin de ses lèvres. C'est Nebou, hein? C'est lui qui t'a foutu dans mes pattes. Vadim soutient son regard, sans ciller. Il ne nie rien. Delma ricane, mais sans joie. C'est un rire amer, presque blessé. J'aurais dû m'en douter. Il me colle un infirmier expérimenté, pile au moment où l'unité est sous pression, où on me soupçonne d'avoir merdé. Je pensais que tu venais ici pour filer un coup de main, pour Esteban peut-être, mais non. T'étais là pour me fliquer. Vadim garde le silence. Sa respiration est lente, contrôlée. Il sait qu'il ne peut plus faire marche arrière. Delma s'approche encore, à quelques centimètres de lui. Cette fois, sa voix se fait plus grave, presque blessée. J'ai été con de te faire confiance. Je t'ai laissé approcher mes gars, je t'ai laissé me soigner et toi, tu notais tout, hein? Tu rapportais à Nebou dans son bureau, chaque soir? Vadim secoue lentement la tête. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais Delma ne veut rien entendre. Il recule, croise les bras. Si tu crois que t'as découvert quelque chose de grand, tu te trompes. Mais fais attention. Parce que si tu continues à jouer au petit espion, tu risques de te brûler. Vadim le fixe un instant, puis tourne les talons, sort sans ajouter un mot. Mais à peine la porte refermée, Delma reste là, figée. Un doute le traverse, aussi brutal que fulgurant. Et s'il n'était pas simplement un indique?
Et si c'était plus intime que ça, plus personnel? Dans un moment de détente au Mistral, Ulysse, encore hilar, raconte à Ophélie les derniers rebondissements de la journée. Tu vas pas le croire, Blanche et Hector se sont fait choper à poil sur une crique. Garde à vue, menottes, tout le package. Son rire franc-tranche avec l'air pincé d'Ophélie, qui, elle, ne partage pas du tout son amusement. Elle croise les bras, agacée. Blanche, toujours en train de se faire remarquer. Ulysse hausse les épaules, sans chercher à la contredire. Ouais, mais faut avouer que grâce à elle, ça fait 4 mois que je suis encore ici. Sans elle, Hector serait déjà reparti sur les routes. À ces mots, un éclair passe dans les yeux d'Ophélie. Une idée prend forme dans son esprit. Un plan, presque instinctif. Elle le dit comme si c'était une évidence. Et si on trouvait un moyen de le faire rester jusqu'en septembre? Ulysse la regarde, intrigué. Comment ça? Elle se contente d'un sourire énigmatique. Laisse-moi faire. Hector ne partira pas tout de suite. Son ton est clair. Elle n'a jamais aimé Blanche. Et si elle pouvait, en prime, faire d'une pierre deux coups, alors elle n'allait pas se gêner. Ce matin-là, alors que le cabinet est encore calme, la porte s'ouvre brusquement, Axel débarque, visiblement agité, les joues un peu rouges et l'allure fébrile. Gabriel, qui classe quelques dossiers, lève les yeux, surpris par cette intrusion soudaine. C'est le mariage de mon meilleur pote dans 1 heure, et j'arrive pas à enlever cette fichue alliance. Lance Axel en brandissant sa main, où la bague semble bloquée sur son annulaire. Gabriel s'approche, intrigué mais amusé. Tu veux pas te marier avec ton pote, quand même? Axel esquisse un sourire nerveux. Non, mais j'étais témoin au civil, et j'ai mis sa bague pour la garder en sécurité. Maintenant, elle me reste collée au doigt. Gabriel examine sa main, essaie de tirer doucement sur l'alliance. Rien à faire. Il attrape un peu de savon. Axel, de son côté, détourne le regard, mal à l'aise. Gabriel le sent immédiatement. T'as l'air tendu, tu veux pas que je rencontre tes amis, c'est ça? Axel soupire, évite son regard. C'est pas ça, je voulais juste éviter qu'on fasse des allusions. Des blagues lourdes. Gabriel s'arrête. Le ton d'Axel est sincère. Pas de honte, juste de la peur du jugement. Tu sais, je suis pas là pour te mettre mal à l'aise. Mais je suis pas un secret non plus. Un silence passe entre eux. Puis Axel finit par dire doucement. Je suis fier d'être avec toi. J'avais juste pas envie de gérer leurs conneries aujourd'hui. Gabriel esquisse un sourire compréhensif. Il reprend la bague, tourne lentement. Cette fois, elle glisse un peu avant de lui échapper complètement et rouler jusqu'à se coincer sous la commode. Un moment de panique. Merde, souffla Axel. À 4 pattes, il attrape une règle dans le tiroir de Gabriel, la glisse sous le meuble, manœuvre avec précision. Après quelques secondes de tension, l'alliance réapparaît enfin, coincée au bout du plastique. Sauvé, dit-il, soulagé, en se relevant. Gabriel le regarde, attendri. Était encore à l'heure pour le mariage. Axel sourit. Grâce à toi. Ils échangent un regard complice, une parenthèse de tendresse au milieu d'une journée bien remplie. Alors que le soleil commence doucement à décliner sur Marseille, Blanche rejoint Hector au Mistral avec un sourire lumineux et un petit sac en bandoulière. Elle s'approche, l'air enthousiaste, et lui lance avec cette tendresse un peu malicieuse qu'elle réserve aux moments simples mais sincères. Ce soir, j'ai envie qu'on fasse quelque chose de léger, juste toi et moi. Hector la regarde, intrigué. J'ai pensé à un concert en plein air, au bord de la plage. Et après, un petit pique-nique. J'ai déjà préparé tout ce qu'il faut. Hector sourit doucement, touché par cette attention. Il devine derrière l'idée l'envie de retrouver une bulle d'intimité, loin des regards, loin du tumulte, loin même des récentes mésaventures policières. Un concert et un pique-nique, hein? Dit-il en relevant un sourcil amusé. Ça me tente bien. Blanche rétorque, avec un clin d'œil. Et cette fois, on essaie de ne pas finir au commissariat, d'accord?
Ils rient tous les deux, complices, prêts à s'offrir une parenthèse romantique au goût de liberté retrouvée. Dans l'arrière-salle du Mistral, l'atmosphère est lourde, presque figée. Blanche, immobile, les mains crispées autour de sa tasse de thé, vient d'apprendre ce qu'elle redoutait depuis plusieurs jours. Hector a pris sa décision. Pire encore, il l'a avancée. Il vient de lui annoncer, d'un ton posé mais implacable. J'ai demandé à ce qu'on avance la date. Ce sera le 4 septembre. Mes absences se rapprochent, je préfère partir avant que ce soit trop tard. Blanche encaisse, le regard flou, le souffle court. Elle tente de rester digne, mais au fond, elle vacille. Chaque mot résonne comme un conte à rebours brutal. Elle hoche doucement la tête, mais son cœur hurle. Il lui échappe. Et elle ne peut rien y faire. À ce moment précis, la porte s'ouvre. Ophélie entre d'un pas vif, vêtue d'une robe audacieuse, tout en assurance. Elle ne remarque pas tout de suite la tension qui règne. Son visage s'illumine quand elle voit Hector. Hector. Justement, je voulais te parler. J'organise le défilé de ma nouvelle collection le 26 septembre. Je voudrais vraiment que tu viennes. Hector esquisse un sourire, mais son regard se voile aussitôt. Je serai reparti en voyage à ce moment-là. Blanche baisse la tête. Elle serre les dents pour ne pas flancher. Ophélie, étonnée, insiste. Un voyage? Tu peux pas le décaler? Juste quelques jours? Le silence s'installe. Blanche le regarde, dévastée, mais reste muette. Elle sait très bien ce que ce voyage signifie. Hector la fixe un instant, puis répond calmement, sans détour. Non, je ne peux pas. Ophélie ne comprend pas l'enjeu. Elle fronce les sourcils, déçue. Blanche, elle, lutte pour ne pas craquer. Son monde vacille doucement, à mesure que la date du 4 septembre approche. Chaque jour à ses côtés devient une urgence. Un cadeau. Et un supplice. Alors que le soleil s'efface lentement sur la résidence Massalia, Morgan et Steve se retrouvent seuls dans un coin tranquille du jardin, un moment suspendu où les tensions semblent vouloir s'apaiser. Morgan regarde fixement l'horizon, les traits tirés par l'inquiétude. Elle finit par lâcher, presque à voix basse, comme un aveu qu'elle rumine depuis des jours. Ma sœur, je la reconnais plus. Pour elle, l'échec n'existe pas. Elle se met une telle pression, c'est plus humain. Et j'ai peur que ça dérape. Un jour, ça va mal finir. Steve l'observe, touché. Il sent à quel point Morgan est à la fois en colère contre Laura, et désespérément attachée à elle. Elle voudrait l'aider, la protéger, mais elle ne sait plus comment. Il reste silencieux quelques secondes, puis pose la question qui le hante lui aussi, mais dans un autre registre. Et toi, tu crois qu'on peut réparer une amitié? Morgan le regarde, surprise. Il ajoute, en baissant un peu les yeux. Je parle de Jules, évidemment. J'ai merdé. J'ai été nulle. Et pourtant, je l'ai pas trahi avec légèreté. Morgan soupire, la gorge serrée. J'en sais rien, Steve. Moi aussi, je cherche encore comment recoller les morceaux. Mais quand on brise quelque chose d'aussi précieux que la confiance, c'est pas une simple excuse qui répare tout. Un silence s'installe entre eux, pesant mais sincère. Deux êtres liés par un même sentiment de culpabilité, de regret, et cette angoisse partagée, avoir perdu quelqu'un qui comptait vraiment. Dans le bureau exigu du commissariat, Boé scrute les images sur l'écran de contrôle. Depuis l'incident des bouteilles trafiquées, des caméras supplémentaires ont été discrètement installées autour du centre nautique. Et ce qu'il découvre aujourd'hui le laisse sans voix. Sur la vidéo, on voit clairement Vadim s'approcher de Delma alors que celui-ci sort de l'eau. Il lui tend une serviette, puis, dans un geste rapide, semble volontairement appuyer un objet sous son pied. Delma sursaute, grimace, saigne légèrement. Vadim le soigne immédiatement mais surtout, il récupère la compresse pleine de sang et la glisse discrètement dans sa poche. Boé recule lentement de l'écran, choqué. Il ne peut plus ignorer ce qu'il vient de voir. Il se rend sans tarder dans le bureau de Patrick Nebout. Patrick, faut que tu vois ça.
Il lui montre les images. Nebou observe, le visage qui se ferme à mesure que la scène se déroule. Un silence pesant suit la fin de la vidéo. Boé prend alors la parole, le ton grave. J'ai rien contre ce gars-là mais là, c'est pas net. Franchement, Vadim, il est pas clair. Nebou acquiesce lentement, les mâchoires serrées. Il comprend que l'affaire dépasse largement le cadre de la compétition. Quelque chose de plus sombre se trame et Vadim cache clairement des choses. Sur la terrasse déserte du Mistral, le vent du soir caresse doucement les cheveux de Blanche. Elle regarde au loin, les yeux rougis par l'émotion. Hector est à ses côtés, silencieux. Ils viennent de passer un moment tendre, mais l'ombre du départ plane sur eux comme un couperet. Blanche finit par briser le silence, la voix tremblante. Je comprends que tu veuilles partir, Hector, mais ce que j'ai du mal à encaisser, c'est que tu partes en leur mentant. Ophélie, Ulysse, tu leur caches tout. Tu crois vraiment que c'est mieux comme ça? Hector baisse les yeux. Il joue nerveusement avec la boucle de sa montre, puis répond avec une sincérité désarmée. Je veux pas leur faire de mal. Je veux pas qu'ils me supplient de rester, ou qu'ils s'effondrent. Ils ont leur vie, ils sont forts, et je veux qu'ils continuent sans culpabilité. Blanche s'approche, posant une main douce sur son bras. Mais tu crois pas que ce sera pire quand ils apprendront la vérité après coup? Tu dis que tu veux leur épargner la douleur, mais tu risques de leur laisser de la colère. Du vide. Des non-dits. Hector soupire longuement. Il regarde Blanche avec tendresse, puis lui confie. J'ai prévu de leur laisser une lettre. Longue. Honnête. Pour leur expliquer. Il marque une pause, puis ajoute dans un murmure. J'ai trop peur que les Kepler ne comprennent pas ma démarche. Ce que je fais, c'est pas contre eux. Je veux juste partir en paix. Blanche retient ses larmes. Elle sent qu'aucun mot ne pourra vraiment le faire changer d'avis. Alors, dans un souffle douloureux, elle lui dit. Tu sais, les regrets c'est trop bête. Ce sont eux qui nous rongent le plus longtemps. Hector acquiesce doucement, le regard perdu dans la nuit tombante. Il sait que Blanche a raison. Mais il a choisi sa route. Et il est prêt à l'emprunter, même s'il doit laisser des cœurs brisés derrière lui. Dans une rue tranquille de Marseille, Patrick Nebou est posté à distance, dissimulé derrière un lampadaire. Il observe discrètement Florence Lyotta, qui avance d'un pas rapide, visiblement préoccupée. Lorsqu'elle s'arrête devant un immeuble, Patrick s'approche prudemment. Elle compose un code, entre dans le bâtiment. Sur l'interphone, un nom attire aussitôt l'attention de Nebou, Rodriguez Lyotta. Il le fixe longuement, interloqué, avant de s'éloigner lentement, l'air soucieux. Quelques heures plus tard, au pavillon des Fleurs, Vadim retrouve Morgane, les traits tirés, le visage grave. Il lui tend une enveloppe. Les résultats sont tombés, dit-il simplement. Morgane le fixe, inquiète. Alors? Vadim secoue doucement la tête, ce n'est pas lui. Delma n'est pas mon père. Un long silence s'installe. Morgane, touchée, s'approche. Tu es sûr de toi? Le test ADN est formel. Groupe sanguin incompatible. C'est pas lui. Morgane baisse les yeux, pensive. Puis elle le regarde et murmure. Tu crois qu'il connaissait ton père, au moins? Vadim hausse les épaules, amer. Il n'était pas proche, c'est ce qu'il dit. Mais ma mère a eu un lien avec lui pendant sa formation, donc il y a peut-être quelqu'un d'autre. Morgane semble prise d'une intuition. Elle sort son téléphone et commence à fouiller dans des archives. Attends, tu m'as dit que ta mère avait passé le concours de police en 2002, c'est ça? Vadim hoche la tête. Morgane consulte alors une vieille liste numérisée des participants à la formation de cette année-là. Elle fait défiler les noms jusqu'à s'arrêter net. Son regard se fige. Attends une seconde, regarde. Elle tourne l'écran vers Vadim. Un nom ressort clairement, Patrick Nebou. Le silence se fait lourd. Vadim lève les yeux vers elle, incrédule. Morgane murmure, presque effrayée par ce qu'elle vient de découvrir.
Nebou était là, il faisait partie de la promo 2002. Tout bascule. Ce nouvel épisode de Plus belle la vie nous laisse sans voix. Des vérités longtemps enfouies commencent à émerger, et le passé, tel un fantôme, vient hanter le présent. Entre la détresse silencieuse de Vadim, les soupçons de plus en plus lourds autour de Delma, la fragilité de Blanche face au départ imminent d'Hector, et la tension croissante dans l'unité nautique, rien n'est laissé au hasard. Chaque regard, chaque silence, chaque détail compte. Mais surtout cette dernière révélation de Morgane, le nom de Patrick Nebou sur la liste des stagiaires en 2002 bouleverse tous les repères. Et si la vérité que Vadim cherche depuis toujours était bien plus proche qu'il ne l'imaginait ? Les pièces de l'énigme s'assemblent, mais le danger aussi se rapproche. Merci d'avoir suivi cet épisode avec nous. Si vous avez été aussi bouleversé que nous, laissez un commentaire pour partager vos théories. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner pour ne rien rater des prochaines révélations et on se retrouve très vite pour la suite, qui s'annonce tout simplement vertigineuse. À bientôt, chers Mistraliens.